à tous, dans cet épisode nous allons aborder ensemble le cadre légal et juridique concernant la cybersécurité. On va s'intéresser particulièrement à la France et à l'Union Européenne, mais je ferai aussi quelques parenthèses avec des réglementations ailleurs sur le globe. Ça pourra comme ça éventuellement vous intéresser aussi. Le but ensemble c'est de voir déjà ce qui est autorisé ou non, parce que c'est ce qui va a priori vous intéresser le plus, savoir ce que vous avez le droit de faire et ce que vous n'avez pas le droit de faire, y compris dans un cadre professionnel. Et on va voir ensemble que les différentes lois et réglementations protègent les systèmes informatiques, d'une part, et ensuite les données personnelles et la vie privée des citoyens. Donc ça concerne effectivement tous les individus. Au niveau de la législation, si on se base en tout cas sur la France et l'Union Européenne, on a beaucoup de choses qui sont en place, sachant que je n'ai pas forcément fait de liste exhaustive, tout n'est pas forcément présent, et c'est un secteur, c'est un milieu qui évolue continuellement, donc il y a plein de nouvelles lois, plein de nouvelles réglementations qui voient le jour. Mais principalement, ce que je peux citer, c'est le code pénal, la loi informatique et liberté, le RGPD, donc le règlement général sur la protection des données, la loi de programmation militaire, la directive Nice, donc il y a même la première, il y a eu la version 2 ensuite, la loi pour une république numérique, le règlement sur la résilience opérationnelle numérique dans le secteur financier, donc c'est un cas bien spécifique bien sûr, le règlement sur la cyber-résilience, le Cyber Security Act et la directive CER, donc donc on verra un petit peu tout ça éventuellement aussi. Premièrement, ce qui va vous concerner plus directement, je n'ai pas mentionné tous les articles, mais quelques-uns d'entre eux concernent le code pénal, notamment ces 3 articles avec les sanctions possibles, les interdictions concernant le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, de porter atteinte à son honneur, sa considération, etc., etc. Et il y a bien sûr des cas aggravants éventuellement. Le fait d'accéder ou de se maintenir, parce que c'est 2 choses qu'on distingue bien, frauduleusement dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données. Donc on a ce cas également avec pareil plusieurs conséquences liées à la suppression de données, la modification, ce genre de choses, donc la corruption de données par exemple. Et bien sûr, le fait de d'introduire frauduleusement des données dans un système. Également, donc l'extraction, la détention, etc. peut amener également à des sanctions par rapport à ça. Ce sera à vous bien sûr de compléter si vous voulez trouver les textes complets et notamment plus d'éléments. Moi je vous cite des éléments essentiels pour l'aborder dans la vidéo, mais il y a beaucoup plus de choses bien sûr à voir et à prendre en compte. Si je fais un petit résumé sur les différents éléments que je vous ai montrés concernant la législation, en quelques points, pareil, le but c'est pas de tout décrire, on pourrait faire vraiment pour en écrire des livres et des livres tellement qu'il y a d'informations, mais globalement, on a en premier lieu la loi informatique et liberté, donc ça encadre tout ce qui est collecte et traitement des données personnelles en France. Ça instaure bien sûr des droits d'accès, de rectification et d'opposition des données, et c'est la CNIL bien sûr qui est à la charge de ça, qui a autorité sur cela. C'est sûrement un nom que vous avez déjà entendu, un nom d'organisme que vous connaissez probablement. La loi de programmation militaire, ça parle beaucoup moins pour les particuliers, puisque c'est surtout imposé à des opérateurs, on va revenir un petit peu sur le sujet par la suite, avec beaucoup d'obligations liées à la sécurité des systèmes critiques, et des déclarations bien sûr obligatoires en cas d'incident, et pareil, je referai un petit peu le point par la suite. Plus récemment, on a eu le RGPD, le fameux règlement général sur la protection des données, que vous avez vu notamment arriver avec tous les sites web sur lesquels maintenant vous êtes censé consentir à l'utilisation de cookies, avec ces fameux bandeaux qui viennent généralement vous déranger lorsque vous naviguez pour la première fois sur un nouveau site web. Ça fait partie de ça et ça vise à harmoniser la protection des données dans l'Union Européenne, cette fois-ci, pas seulement la France, donc vos données bien sûr. Ça implique votre consentement, la transparence et la responsabilité des entreprises vis-à-vis de ces données, et ça prévoit pas mal de sanctions également, j'ai noté parce que 4% du chiffre d'affaires mondial, ce n'est pas rien, même quand on est une très très grosse société. Concernant la loi de alors là, des cas peut-être moins parlants, c'est-à-dire ça c'est des cas que les gens généralement connaissent plutôt bien, donc on a déjà entendu parler, peut-être moins pour les autres, si on n'est pas en tout cas dans le milieu, avec la loi pour une république numérique, donc on a notamment l'ouverture et la portabilité des données, le renforcement de la protection des données également et des pouvoirs de la CNIL vis-à-vis de ça, et le fait d'imposer plus de transparence aux plateformes. La directive Nice 2, comme je disais, qui vient remplacer la directive Nice de 2016, qui elle renforce des exigences de cybersécurité et de notification d'incidents, qui est d'ailleurs imposée à comme je vous disais, certains éléments, donc certains opérateurs. Et on a bien sûr la possibilité d'étendre cette réglementation à d'autres secteurs comme l'administration, l'énergie, etc. Mais pareil, je vous ai juste énuméré les choses, mais sans trop rentrer dans le détail non plus. C'est pour vous donner un peu un ordre d'idée, un aperçu un petit peu de comment sont légiférés et comment est un peu encadré tout ça.
On a le règlement sur la résilience opérationnelle numérique, donc secteur financier, c'est plus particulier, hein, donc viser la résilience numérique du secteur financier justement, la gestion des risques et la notification des incidents dans ce secteur, et inclut bien sûr les prestataires critiques de services informatiques. Donc on est sur un cas bien spécifique, mais c'est bien de savoir que ça existe. Ensuite, le CA, donc, qui renforce le rôle de l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité, qui crée un cadre de certification, d'accord, pour les produits et services notamment, donc toujours ce qui est lié à l'Union européenne, hein, l'Europe. Même d'ailleurs, ce que c'est pour le coup, c'est tout ce qui fait partie de l'Union européenne même. Et ça favorise donc la confiance sur le marché unique numérique, donc ça permet comme ça d'harmoniser un petit peu tout ça. La fameuse directive, donc CER, qui complète la directive Nice, d'accord, y compris sa version 2, donc qui vise la résilience physique et numérique des entités critiques, qui oblige à évaluer les risques. Donc vous voyez que ça revient souvent, hein, ça, le fait de gérer un petit peu la gestion des risques, la notification qu'un incident de violation, donc par exemple il y a des données ou autres, donc on impose un petit peu cela, on réglemente un petit peu tout cela, et bien sûr d'autres secteurs couverts comme l'énergie, à nouveau la santé, le transport, voilà, qui sont particulièrement concernés. Le règlement sur la cyber-résilience, donc là c'est la sécurité des produits numériques et logiciels, donc là ça concerne quand même plus particulièrement les particuliers aussi, pas que mais ils en font partie. Ça impose des obligations de cybersécurité pendant tout le cycle de vie, cette fois-ci des différents produits. Ça prévoit à nouveau des obligations concernant la notification des vulnérabilités, notamment la gestion des risques hein, bien sûr, et ça couvre l'internet des objets et tout ce qui est commercialisé en Europe cette fois-ci. Donc vous voyez que ça prend, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui viennent s'ajouter. Au niveau d'autres réglementations, même si je vous avais pas tout énuméré, on en a beaucoup d'autres, je voulais en citer quelques-unes, ce que vous serez peut-être concerné. Donc aux États-Unis, on en a pas mal, même s'ils ne sont pas tous bien sûr. Au Canada aussi, en Belgique, vous avez le Centre pour la cybersécurité Belgique. En Suisse, vous avez un office d'ailleurs qui a changé, qui n'avait pas ce nom-là avant, mais qui est devenu l'Office fédéral de la cybersécurité. Au Cameroun, vous avez l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication. Au Royaume-Uni, le Data Protection Act. Au Brésil, le Lei de Proteção de Dados Pessoais, et en Australie, le Privacy Act, donc qui est disponible aussi. Il y en a d'autres, hein, pareil, il y a beaucoup de services également français, ou en tout cas à la base français, qui sont également disponibles pour le Maroc, pour l'Algérie, donc tout ce qui est Maghreb, également pour certains pays d'Afrique. Donc vous avez parfois des versions, on va dire, par exemple marocaines, camerounaises, d'un service qui existe déjà en France. D'accord, il y a une sorte de filiale, une branche en fait pour d'autres pays, donc pour tout ce qui est on va dire francophone, et on peut comme ça retrouver des services associés pour ces différents pays. Donc pareil, c'est à vous de vous renseigner, surtout si vous résidez dans un pays particulier, pas forcément la France, ou un pays de l'Union européenne, à vous de regarder un petit peu ce qui est mis en place concernant les lois et les réglementations à ce niveau-là, avant de faire bien sûr de la cybersécurité. Pour citer également pour la suite, je vous ai cité quelques organismes, c'est bon de connaître ces noms, parce qu'il y a pas mal de ressources, je pense notamment au premier, qui est la NSSI, d'ailleurs c'est la NSII, pareil, c'est 2 fois, non c'est ça, je dis des bêtises. Donc c'est l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Ils ont pas mal de ressources d'ailleurs en ligne sur leur site concernant justement toute la réglementation, les obligations légales, etc. Vous pouvez retrouver beaucoup de choses. On a bien sûr le site de la CNIL qu'on retrouve pas mal à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Et vous voyez qu'on a d'autres éléments aussi, Office central de la lutte, on a l'Office anti-cybercriminalité, la Direction générale, etc. Donc tout ce qui est service de renseignement et généralement tout ce qui est police nationale, gendarmerie nationale, qui fait partie de tout ça aussi, donc les centres de lutte notamment, et l'office central. Donc le C3N, c'est la gendarmerie, je crois, si je ne dis pas de bêtises, nationale. Et le OCLCTIC, c'est la police nationale. Il me semble, si c'est l'inverse, bon, voilà, mais c'est l'un ou l'autre. Donc vous avez cela. En Europe, on a d'autres services, donc la fameuse agence de l'Union européenne pour la cybersécurité que j'ai cité un petit peu tout à l'heure, Europol, bien sûr, et d'autres éléments, notamment, vous voyez le groupe Nice, qui est également disponible ici. Donc il y a un petit peu ces noms, comme ça vous pourrez trouver éventuellement des éléments. Et c'est des cas qu'on mentionnera très souvent et on peut retrouver beaucoup de ressources en ligne concernant ces différents organismes. Donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut à ce sujet. Mais il en existe plein d'autres. Voilà, bien sûr, j'ai pas tout cité, il y en a beaucoup d'autres, y compris ailleurs qu'en France et en Union Européenne. Donc notamment, je crois que Orange Cyber Defense, justement, est un élément au Maroc, je crois qu'il est disponible au Maroc aussi. On retrouve cet organisme. Et après, il y a des organismes internationaux, donc j'en ai cité quelques-uns, voilà, comme ça. Mais il en existe beaucoup, y compris des organismes privés, voilà, des organismes publics, privés, etc. Donc on peut retrouver beaucoup de choses, tout ce qui se rattache de près ou de loin à la cybersécurité, et tout ce qui est finalement cybercriminalité aussi, forcément, parce que c'est un petit peu associé également.
Venons au point, maintenant qu'on a passé tout ça, parce que ça c'est beaucoup de travail et de recherche à faire aussi de votre côté par rapport à ça. Le but c'était pas de faire une vidéo où j'énumère des textes de loi, ça n'a vraiment pas beaucoup d'intérêt et ça change tellement souvent que ça deviendrait très vite obsolète et ce serait pas applicable pour tout le monde, donc c'est à vous de vous renseigner, mais je vous ai donné quand même l'essentiel et des pistes de recherche sur lesquelles vous pouvez vous orienter. Mais ce qui va être intéressant par contre et qui va plus vous concerner, c'est finalement par rapport à ce cours de cybersécurité ou la cybersécurité de manière générale, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui est interdit. Parce que tout n'est pas forcément clair, parfois c'est selon certaines conditions, on ne sait pas, donc au moins ici dans cet épisode, on va mettre les réponses un petit peu à tout ça, et à l'issue de cet épisode, vous saurez ce qu'il en est, et au moins vous ferez les choses en bonne conscience et en connaissance de cause. L'éducation et la formation à la cybersécurité fait partie des choses qui sont autorisées, même recommandées, justement par la fameuse agence nationale, donc qui suggère aux personnes de s'éduquer, de se former, de se sensibiliser à tout ça. Vous utilisez de nos jours des ordinateurs, des smartphones, des tablettes, tout un tas d'appareils, vous allez utiliser des plateformes en ligne, des sites web, bref, donc c'est normal, comme le fait d'apprendre à conduire une voiture quand on veut conduire une voiture, on passe le permis, on passe le code, mais ici il y a des choses à savoir un minimum, s'éduquer, de se former un petit peu à tout ça. Donc ça fait partie des choses autorisées, c'est bien de le rappeler, vous avez le droit de vous former, vous avez le droit bien sûr de suivre ce cours que vous êtes en train de suivre actuellement, il n'y a pas de problème d'un point de vue de la loi. La diffusion ou la vente de logiciels malveillants, c'est évidemment formellement interdit, d'accord. Il n'y a aucune raison valable qui vous autoriserait à le faire, que vous vendiez un virus, n'importe quoi, même juste pour tester, même pour les gens qui sont volontaires pour tester, c'est interdit, donc là il n'y a pas de débat, pas de discussion sur le sujet, c'est interdit, donc vous n'avez pas à faire ceci. Les tests d'intrusion ou les tests de pénétration sont autorisés bien sûr sur ce qui vous appartient et bien sûr interdits chez un tiers, et ça je vais le répéter assez souvent, sans autorisation explicite. Une autorisation explicite, ça peut être un contrat, ça peut être une autorisation écrite, bref, c'est pas supposé, c'est pas la personne ne dit rien donc a priori elle a l'air d'accord, non, c'est une autorisation explicite du concerné ou des concernés, et ce sera toujours le cas. Si vous n'avez pas d'autorisation explicite, la personne peut se retourner ou le groupe peut se retourner contre vous et légalement parlant, vous serez 100% en tort. Donc j'insiste bien là-dessus, c'est interdit si vous n'avez pas d'autorisation explicite. La recherche en sécurité, comme pour l'éducation et la formation, et c'est assez lié finalement, c'est autorisé bien sûr si mené de manière légale et éthique, évidemment. Si vous cherchez à nuire à quelqu'un et vous vous formez à ça, vous faites de la recherche associée au fait de vouloir nuire à autrui, bien évidemment vous entrez dans un cadre illégal, mais pour tout ce qui est recherche sur par exemple les failles de sécurité, les dangers d'internet, ce genre de choses, pour vous former, vous sensibiliser à tout ça et vous prémunir de tout ça, il n'y a pas de problème, ça fait partie des choses qui sont autorisées légalement. L'usurpation d'identité, pas de débat à nouveau, c'est formellement interdit, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Si vous créez un faux profil sous le nom de Brad Pitt, vous tombez sous le coup de la loi, donc c'est interdit, donc ne faites pas ça. L'accès ou le maintien et ou le maintien à un système ou à un réseau, bien sûr si c'est un système, un appareil, un matériel qui vous appartient, vous en avez le droit, mais chez un tiers, comme pour tout à l'heure, c'est interdit, sauf, en tout cas, sans autorisation explicite. Vous n'avez pas le droit de le faire, sauf si vous avez une autorisation. Donc bien évidemment, je ne le dis pas à chaque fois, mais les forces de l'ordre qui sont sous le coup d'une enquête, une enquête judiciaire, ou les experts mandatés, donc pareil, qui ont généralement un contrat, une autorisation écrite, font partie des exceptions qui, eux, ont l'autorisation parce qu'ils ont obtenu cette autorisation. Mais par défaut, ça ne l'est pas, donc attention. L'exploitation des appareils matériels et systèmes, c'est autorisé sur ce qui vous appartient pour un usage personnel, mais attention aux licences. Parfois, il y a des choses qui peuvent faire sauter des garanties, donc ça, on peut se dire, c'est tant pis pour vous, c'est pas non plus gravissime. Il y a parfois certains cas où, en ne respectant pas certains contrats de licence, vous tombez par contre sous la responsabilité civile, d'accord. Donc vous ne pourrez pas être attaqué pénalement, mais vous pourriez être attaqué au niveau civil, par exemple un organisme, une entreprise ou autre. Donc attention, c'est généralement en grande partie autorisé, sauf si la licence en question, les conditions, le contrat d'utilisation qui est afférent à l'objet que vous utilisez, le matériel, le système, vous l'interdit. Donc toujours pareil, à vous de vous renseigner, de savoir si vous avez le droit ou pas. Bien sûr, chez un tiers, à nouveau, c'est interdit sans autorisation explicite, on ne se pose pas de questions. L'accès, la modification et ou la suppression de données, si ça vous appartient, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Voilà, si les données sur votre ordinateur qui sont à vous, vous les gérez, vous avez le droit d'y accéder, de les modifier, les supprimer, bref, vous les publiez même, à vos risques, mais vous avez le droit de le faire, il n'y a pas de problème. Chez un tiers, c'est interdit sans autorisation explicite également.
L'extraction automatique, j'ai ajouté le automatique, parce que l'extraction manuelle, en fait, c'est un cas plus d'utilisation, donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Mais l'extraction automatique, ça, généralement, c'est assez confus. Il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément, qui savent pas forcément ce qu'il en est dans ce qu'on appelle le web scrapping. C'est très simple, hein, il n'y a pas de doute non plus, il n'y a pas de jurisprudence doute, c'est interdit sans autorisation explicite, tout simplement. Si vous ne respectez pas les conditions d'utilisation d'un site, d'un service ou autre, même du droit d'auteur, donc vous tombez sur l'atteinte à la vie privée, l'atteinte éventuellement à l'intégrité de quelqu'un, la diffamation, enfin bref, il peut y avoir plein de cas en fait bien précis, ou simplement le non-respect de conditions d'utilisation, donc là dans le civil, et bien sûr c'est interdit. Donc vous ne pouvez pas, même si le site est public ou autre, récupérer par exemple via un système automatique le contenu d'un site, les différents articles d'un site, différents produits, si vous n'avez pas une autorisation explicite du site en question qui vous donne la permission de le faire, et peut-être dans des conditions bien précises. C'est la même chose pour l'interception de communication, d'informations ou de données. Bien sûr, c'est interdit sans autorisation explicite. Alors j'aurais dû mettre chez les tiers, bien sûr, oui, parce que je vois pas pourquoi vous irez intercepter vos propres informations bizarres. Genre vous êtes au téléphone avec quelqu'un et vous interceptez la communication d'être en train de voir. Bon, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Donc vous comprenez bien qu'on parle ici de tiers. Donc il faut une autorisation pour que ça devienne autorisé. Sinon, par défaut, c'est interdit. L'utilisation de logiciels de sécurité, comme l'installation d'un antivirus, le fait de chiffrer un disque dur, le fait d'utiliser ce genre d'outils, bien évidemment, c'est autorisé, c'est même recommandé. Ça fait partie des choses comme le code de la route ou le permis de conduire pour votre véhicule, que tout le monde devrait savoir faire, pour éviter en tout cas les mauvaises surprises, voire des incidents plus majeurs. L'exploitation de vulnérabilité, c'est autorisé à nouveau sur ce qui vous appartient. Attention, toujours suivant les licences et contrats d'utilisation, bien sûr. Donc vous pourrez par exemple vous dire, tiens, sur un matériel, je veux tester la sécurité d'un routeur que je viens d'acheter qui est personnel. Je veux tester une vulnérabilité qui a été annoncée, qui a été divulguée sur mon appareil précisément. Vous pouvez le faire, mais si la licence liée à votre matériel, votre routeur, ne vous l'interdit pas, et n'interdit pas de faire ce genre de choses. Il faut bien se renseigner avant, bien sûr, même si il y a peut-être moins de risques là-dessus d'avoir, des poursuites dans ce genre de cas, parce que c'est un usage personnel, vous ne faites pas de mal à qui que ce soit, mais sachez qu'au regard de la loi, c'est interdit. Et bien sûr, chez des tiers, interdit sans autorisation explicite. Vous voyez, à nouveau, il n'y a pas de doute là-dessus. On termine avec ces derniers points. La récupération manuelle ou l'utilisation de données. Donc si pareil, si elles vous appartiennent, vous pouvez récupérer vos propres données, les utiliser aussi comme vous sentez, si elles sont à vous. Bien sûr, si ça appartient à un tiers, c'est interdit sans autorisation explicite. La contrefaçon et le détournement de logiciels protégés, oui, si vous développez ou même vous partagez par exemple un activateur pour Photoshop ou ce genre de choses, ou une version modifiée de Windows, c'est formellement interdit. Voilà, on ne parle même pas d'autorisation explicite puisque nous savons déjà par défaut que par les contrats ou autres, c'est parfaitement interdit, non autorisé, non toléré, donc aucun doute là-dessus, c'est interdit, point final. Le sabotage ou la saturation d'un système, notamment les attaques DDoS, le fameux par déni de service, c'est interdit chez un tiers sauf autorisation explicite. Par exemple, vous êtes un consultant, vous voulez faire un audit de sécurité dans une entreprise, même dans votre propre entreprise, on vous autorise à lancer ce genre d'attaque par déni de service pour tester le système interne. Donc bien évidemment, il y aura une autorisation, il y aura éventuellement même un contrat qui sera mis en place. Il y a donc autorisation explicite, mais si ce n'est pas le cas, c'est interdit. Et enfin, la tromperie et la manipulation, ce qu'on appelle plus communément en cybersécurité l'ingénierie sociale, social engineering, c'est interdit bien sûr chez un tiers sans autorisation explicite. Ça rejoint bien sûr tout ce qui est sabotage ou autre. Si vous ne le faites pas dans un cadre autorisé, contractuel ou autre, eh bien vous vous exposez à des sanctions. Voilà, donc ça ce sont des cas très génériques. Vous voyez, j'ai pris les éléments peut-être qui peuvent venir le plus souvent, vous indiquant ce qui est autorisé ou pas. Donc vous avez compris, principalement quand même, c'est souvent des choses interdites, sinon éventuellement autorisées quand il y a une autorisation explicite du ou des concernés. Il y a quand même finalement très peu de choses autorisées, en tout cas ce qui peut relever quand même du bon sens. Moi je dis toujours que dans le doute, d'accord, si vous ne savez pas vraiment si vous avez le droit de faire quelque chose ou pas, mieux vaut ne pas le faire si en réalité vous aviez le droit plutôt que l'inverse. Parce que vous risquez de vous exposer à des sanctions. Donc si vous ne savez pas, ne faites pas et au moins vous ne prenez pas de risque. Petit point sur une idée reçue concernant les données publiques, tout ça je l'ai beaucoup entendu, j'ai échangé avec pas mal de gens aussi sur ce sujet, donc c'est bien de le rappeler, puis parfois on le lit aussi, on lit beaucoup de bêtises sur ce point-là. L'existence de données publiques, comme je l'ai indiqué ici en gros et en rouge, même diffusées de manière publique, ne vous donne pas tous les droits. D'accord ? Les gens pensent que à partir du moment où des données sont publiques, ils peuvent y accéder comme ils veulent, les récupérer, les consulter, les utiliser, les réutiliser, les republier parce que c'est public.
ont tort, d'accord? Ces données peuvent être accessibles, par exemple, libres de droit. Dans ce cas-là, il y a des conditions quand même très spécifiques. Mais ça peut être aussi accessible, mais soumise à de la propriété intellectuelle. Par exemple, des photos sur un compte Facebook, admettons. Ça peut être diffusé par des entités publiques, donc les fameux open data. Donc là, c'est pareil, c'est régi par certaines règles. Donc, à part tout ce qui est d'ordre légal, couvert par la loi, et d'ordre éthique, généralement, vous avez le droit d'exploiter ces données, puisque c'est des données bien spécifiques pour ça. On en reparlera de toute façon au fur et à mesure de ce cours. Mais vous pouvez aussi, et ça les gens l'oublient, avoir accès à des données qui, normalement, ne sont pas censées l'être. Mais parce que vous avez peut-être, volontairement ou pas d'ailleurs, utilisé un moyen détourné pour contourner la restriction, et donc rendu accessible ces données. Mais ça peut être aussi par négligence de la part de l'intéressé, c'est-à-dire la personne qui n'a pas sécurisé un accès par SSH ou un accès à une certaine page d'un site qui aurait dû normalement être restreinte, qui ne l'est pas, et vous obtenez donc un accès qui n'est pas prévu. Et bien si vous maintenez cet accès et que vous ne déconnectez pas, vous serez tenu responsable légalement, même si vous n'avez pas fait exprès, même si vous n'avez rien fait de mal, même si vous étiez juste là pour regarder, etc. Peu importe, la loi s'en fiche, vous n'étiez pas censé avoir cet accès-là, même s'il est rendu public, donc vous êtes dans l'illégalité. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il convient donc de vérifier, comme je l'ai indiqué après, que les conditions d'accès et ou d'utilisation sont respectées. Donc généralement, les conditions d'utilisation d'un site, ce genre de choses, les différents accès que vous avez pu obtenir et comment, et les droits d'utilisation. Et bien sûr, en cas d'accès, si vous l'avez obtenu normalement, et non pas parce qu'il y a eu un défaut de sécurité ou alors qu'il y a eu un contournement technique, même involontaire, parfois, voilà, on veut cliquer sur un formulaire sur un site pas très bien sécurisé, on se retrouve sur une page sur laquelle on ne devrait pas se retrouver. On n'a donc pas contourné volontairement quoi que ce soit, mais on se retrouve sur une partie du site où on n'est pas censé être. Et si vous maintenez cet accès, comme je le disais, c'est illégal et ça tombe sous le coup de la loi. Ça, c'était les petits points, on va dire, génériques avec cette parenthèse sur les données publiques. Pour que ce soit plus parlant aussi, pour terminer sur cette partie concernant ce qui est autorisé ou pas, j'ai pris des cas plus concrets, comme ça qui vont plus vous parler sur des exemples précis que vous pourriez avoir pour savoir finalement est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit ou est-ce que j'ai le droit mais sous certaines conditions. Donc voici quelques points représentés par des pastilles, je pense qu'on identifie bien le souci. Rouge a priori ça va pas, vert c'est bon et orange ça dépend. Donc premier cas, je veux tenter de hacker mon compte, parce que ça j'ai déjà eu des gens qui m'ont contacté pour ça, tenter de hacker donc ou pirater mon compte Snapchat pour le récupérer, donc récupérer son accès car j'ai oublié mon mot de passe. Eh bien non, vous n'avez pas le droit. Même si c'est votre compte, vous n'avez pas le droit. Et généralement, ces services mettent en place un système de récupération de compte. Vous êtes obligé de passer par ça et espérer que ça fonctionnera à terme. Mais vous ne pouvez pas hacker ou tenter d'accéder de manière détournée à un compte, même si c'est votre compte. C'est illégal. Je veux tester la sécurité de mon site web en local. Il n'y a pas de problème, vous êtes sous localhost, c'est votre machine, il n'y a pas de souci, votre site est en local, ça n'a pas d'impact sur autrui, voilà, vous ne violez aucune loi, vous faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, y compris pour un matériel, sous couvert de certaines conditions liées aux licences, comme je vous disais tout à l'heure, mais il n'y a pas de problème. Mais attention, si vous voulez tester ce même site, mais qui est hébergé en ligne, peu importe l'hébergeur, c'est illégal, voilà. Les gens pourraient penser que c'est autorisé parce que c'est votre site web, eh bien non, puisque votre site est hébergé chez un fournisseur, d'hébergement, et ce fournisseur ne vous a a priori pas donné l'autorisation de tenter de contourner des sécurités liées aux infrastructures qu'ils mettent en place, ou quoi que ce soit. Donc si vous tentez une intrusion sur votre propre site, mais hébergé chez eux, vous êtes en train d'attaquer leurs infrastructures, et si vous avez un OVH, Hostinger ou compagnie qui se retourne contre vous légalement, bonjour les problèmes. Je veux bidouiller mon clavier pour modifier l'éclairage RGB, à moins que la licence ou le contrat d'utilisation Wood vous l'interdit formellement, précisément, de faire ce genre de choses. Oui, c'est votre matériel, d'accord, vous en avez la propriété, vous l'avez acheté, et vous ne faites pas de mal à personne. Donc, à moins, comme je disais, qu'un contrat vous interdise de le faire, eh bien, au pire, vous perdrez la garantie, bien sûr. Au pire, il ne sera pas réparable auprès d'un professionnel ou même de la marque qui vend et produit ce genre de clavier. Mais après tout, si vous avez envie de découper votre clavier en deux, c'est votre responsabilité, c'est vous que ça regarde. Il ne marchera peut-être plus, mais voilà. A priori, il n'y a pas trop de problème, sauf cas, encore une fois, précis, lié à des licences ou des conditions, des contrats d'utilisation. Par contre, attention, on tombe à nouveau dans un cas où les gens pourraient penser que c'est autorisé, mais non. Je vais bidouiller ma box internet pour ajouter une nouvelle fonctionnalité, ou pour n'importe quoi d'autre d'ailleurs.
C'est interdit parce que les gens ont oublié que la box internet que vous avez, ce n'est pas à vous. Vous n'êtes pas propriétaire de celle-ci, vous la louez. D'accord? Il s'agit d'une location et peu importe le fournisseur, hein, Orange, Free, Bouygues, même n'importe quel fournisseur en Belgique ou autre, à moins d'avoir explicitement, il peut y avoir des cas très très rares, mais ça concerne quasiment personne, où vous pouvez véritablement acheter la box internet et donc en devenir le propriétaire, comme si vous achetez finalement, vous achetiez un routeur hein, personnel. Mais généralement, les box internet, elles sont fournies en location. Donc ce n'est pas votre matériel. Si vous tentez de faire quoi que ce soit, de hacker votre box Orange ou Free, vous êtes en train d'hacker un matériel qui appartient à Orange ou Free, et dans ce cas-là, vous tombez dans l'illégalité aussi. Je veux changer le thème de mon système Windows. Bah là, c'est une fonctionnalité personnalisation normale, il n'y a aucun problème, donc allez-y. Voilà. Même peu importe vos goûts finalement, et voilà, vos goûts et vos couleurs, il n'y a pas de souci, mettez voilà, selon vos préférences, il n'y a aucun problème. Je veux publier une version personnalisée, je l'ai dit tout à l'heure, de Windows sur Internet. Bah non, parce qu'en plus d'avoir, bon, si vous modifiez votre propre version à vous, bah vous perdez éventuellement la garantie ou autre, ou vous allez rompre le contrat d'utilisation, le ELA, et donc vous exposez éventuellement à des risques, une certaine responsabilité civile et non pas pénale. Mais par contre, bah là, si vous publiez, si vous diffusez sur Internet un logiciel propriétaire qu'en plus vous avez modifié, c'est parfaitement illégal. Voilà, donc là, n'ayez aucun doute sur l'illégalité de ce que vous êtes en train de faire, donc ne le faites pas. Je veux modifier mon logiciel de prise de notes. J'ai mis une pastille orange, parce que ça dépend. Si c'est un logiciel qui est libre ou à code ouvert, bah évidemment, vous avez le droit. D'accord? La licence vous permet de modifier le code, vous permet même parfois de le rediffuser, de le publier avec ses modifications. Donc là, on n'est pas dans le cas de la version modifiée de Windows. On est dans le cas d'un logiciel à code ouvert ou un logiciel libre. La licence vous autorise à le faire, donc vous pouvez le modifier déjà même pour un usage personnel. Et en plus, il y a de fortes chances que vous puissiez même le diffuser et le republier avec les modifications que vous avez faites. Donc là, vous êtes tranquille. Par contre, si on est dans le cadre d'un logiciel propriétaire, donc Windows en fait partie, mais ça peut être n'importe quelle autre application, évidemment, si vous souhaitez la modifier, généralement, le contrat ou les conditions liées à ce logiciel vous l'interdit légalement parlant. Voilà. Je veux flasher le firmware de mon routeur Netgear. Donc là, on n'est plus sur une box internet. Là, vous avez acheté un routeur à titre personnel, donc vous pouvez mettre à jour le firmware, d'accord, il n'y a aucun problème, c'est légal, aucun souci. Voilà, vous faites ce que vous voulez là-dessus. Par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Je veux scanner les ports du site de ma banque. Bon, je pense que c'est assez clair, hein, voilà. Même si vous dites je ne fais rien, je veux juste analyser les ports éventuellement ouverts d'un domaine lié à ma banque. Vous comprenez un petit peu le problème. Vous n'avez pas d'autorisation explicite de votre banque, donc vous n'avez pas le droit de le faire. Enfin. Je veux récupérer les données d'un ordinateur acheté d'occasion. Même chose. On pourrait penser que j'ai acheté cet ordinateur. Voilà, je l'ai dépensé, je l'ai acheté avec mon argent, c'est donc à moi, je fais ce que je veux. Oui, mais non. Les données éventuellement qui sont présentes encore sur le disque, même après la suppression ou le formatage de ce disque ou de n'importe quel espace de stockage, ne sont pas à vous. D'accord? Il y a des lois qui régissent ça, donc c'est interdit. Vous n'avez pas le droit de tenter de récupérer ces données ou même de les récupérer tout court, puisque ces données ne vous appartiennent pas. Voilà. Donc ça c'est bien de le savoir, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ont totalement le droit parce qu'ils ont acheté l'ordinateur. Donc je tiens à préciser. Bien sûr, si vous achetez un disque dur d'occasion, ça marche pareil, hein. Ça change rien, ce ne sont pas vos données, donc vous n'avez pas à les récupérer, même tenter de les récupérer simplement. Je veux publier une faille découverte sur un produit commercial. Bon, c'est comme publier une version modifiée d'un logiciel, hein, bien sûr. En plus de risquer, voilà, d'apporter un risque éventuel de sécurité pour beaucoup d'utilisateurs qui utiliseraient ce produit, vous comprenez bien que vous faites ça sans aucune autorisation, sans aucun contrat qui a été fait avec le constructeur ou l'éditeur en question. Donc vous vous exposez bien sûr à des sanctions gravissimes par rapport à ça, surtout quand il s'agit de sécurité. Donc là, à ne surtout pas faire. Je veux former des stagiaires à l'utilisation de Metasploit. On est dans de l'éducation, on est dans de l'enseignement, pas de problème. Tant qu'il ne s'agit pas d'enseignement, parce que ça marche aussi dans ce genre de cas, enseigner ou de former à des choses illégales ou en vue de faire des choses illégales, ça c'est interdit. Mais tant qu'on reste dans un cadre légal, éventuellement éthique, parce qu'après ça, bon, c'est propre à chacun, mais au moins légal, et que là on est dans de la formation, dans l'enseignement, dans de l'éducatif, aucun problème, que ce soit d'ailleurs à titre perso ou professionnel, hein, un employé qui veut former d'autres employés ou des stagiaires, ou quelqu'un qui à titre perso veut former son petit frère ou sa grand-mère à l'utilisation de certains logiciels de sécurité, bien sûr, tant que ça reste dans un cadre légal, il n'y a pas de problème. Je veux télécharger, ça je pense que beaucoup de gens l'ignorent, mais je veux télécharger les photos d'un profil Instagram tiers. Eh bien, on rentre à nouveau dans le coup de attention, ce n'est pas parce que les données sont publiques que vous avez le droit. En faisant ça, vous violez déjà les conditions d'utilisation d'Instagram, qui vous interdit de le faire, et en plus, c'est une atteinte à la vie privée de la personne, puisque
la personne qui publie ces photos sur Instagram ne vous a pas donné son autorisation pour ne serait-ce que les récupérer, même si vous voulez les archiver. Donc je rappelle que c'est interdit. J'entends trop souvent de gens se dire mais cette personne elle a mis ça sur ses réseaux sociaux, donc comme c'est public, eh bien elle peut pas m'interdire ou me reprocher de télécharger les contenus ou voire même de les republier sur d'autres réseaux. Eh bien si, voilà, même sans les republier, le téléchargement est interdit. Alors là, je pense que 99,99% des citoyens sont dans l'illégalité de ce point de vue-là, parce que là je parle des profils Insta, mais ça marche pour tout. Voilà, si dès lors vous téléchargez, je sais pas moi, une image d'un contenu sous droit d'auteur, hein, une image de Pokémon, une image de profil Dragon Ball Z, d'un joueur de foot, en réalité, d'un point de vue de la loi, c'est illégal. Voilà, il n'y a pas de copie personnelle autorisée de fair use, etc. À moins que vous fassiez de la citation, mais là c'est un cas spécifique et on est bien au courant que ça ne concerne pas toutes les personnes qui mettent leur petite photo de profil sur Twitter ou autre. Donc, bien sûr, généralement récupérer du contenu, de données. L'accès est autorisé, parce qu'il est permis sur la plateforme, donc le fait de voir les photos, même si elles sont téléchargées par votre navigateur temporairement, quand vous êtes sur Facebook, Instagram, etc., il n'y a pas de problème. Mais le fait de les récupérer, de les extraire ou autre, c'est différent, et dans ce cas-là, il faut l'autorisation explicite du ou des concernés pour avoir le droit de le faire. Et c'est comme pour n'importe quoi d'autre, d'accord? Très important, comme même pour des échanges entre des personnes que vous connaissez. Vous discutez avec quelqu'un sur WhatsApp ou autre, la personne peut vous envoyer une photo, d'accord, pour que vous la voyez. Légalement parlant, vous pouvez regarder la photo qu'elle vous envoie, mais légalement parlant, vous devriez lui demander l'autorisation pour la télécharger. Même si, par exemple, votre application télécharge automatiquement la photo, eh bien, vous n'êtes pas censé la garder, puisqu'il y a des lois qui s'appliquent. Donc, encore une fois, je vous dis, ça c'est un cas où là, c'est compliqué de l'appliquer à 100%, parce qu'on est sur des applications qui, des fois, téléchargent les contenus dans les galeries hautes automatiquement. Mais comprenez quand même que, vous voyez, si on était purement strict, eh bien déjà d'un point de vue de la loi, c'est interdit. Il y a une différence entre la consultation de manière temporelle de données sur une plateforme prévue à cet effet et la récupération, même manuelle, hein, pas forcément par un programme automatique, mais même manuel, de données, quelles qu'elles soient, images, son, messages, etc. Donc attention, généralement, s'il n'y a pas d'autorisation, on tombe sous le coup de la propriété intellectuelle, donc les droits d'auteur, et si vous n'avez pas d'autorisation, vous n'avez logiquement pas le droit de le faire. Enfin, mais ça rejoint le point d'avant, hein, si je veux fouiller le téléphone, enfin le smartphone de mon partenaire pour vérifier avec qui il discute, hein, voir s'il ne me trompe pas, et bien évidemment c'est interdit, voilà, et même si vous êtes marié, même si vous êtes en Pacs, peu importe, c'est totalement interdit. C'est pas parce que vous êtes marié que d'un seul coup cela vous octroie des droits supplémentaires pour avoir le droit de fouiller dans les appareils des autres, et c'est ça même sans vérifier quoi que ce soit, même juste le fait d'accéder à un appareil, l'ordinateur, un smartphone, la console de jeu, de quelqu'un d'autre sans son autorisation, votre mère, votre frère, votre sœur, c'est interdit. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'en fait, si on prend ces derniers points que j'ai cités, en fait, 99% des gens sur Terre sont coupables et devraient aller en prison parce qu'ils ne respectent pas ça. C'est pour ça que je vous dis après, il y a toujours cette limite de est-ce qu'il n'y a pas des choses qui, finalement, humainement parlant, ne sont juste pas applicables ou devraient être changées, mais on n'est pas là pour faire changer la loi, ça c'est autre chose. Je suis même moi pour vous exposer ce qu'est la loi et ce que dit la législation en France, dans l'Union européenne et éventuellement ailleurs. Donc attention, faites pas n'importe quoi, mais au moins là, vous avez des cas bien concrets sur ce qu'il est possible de faire ou non, et ce qui peut être fait, mais sous certaines conditions. Et bien sûr, si vous voulez d'autres exemples plus précis, vous n'êtes pas sûr, comme je vous l'ai dit, dans le doute, si vous n'avez pas, eh bien ne faites pas. Sinon, demandez à des spécialistes, à un juriste ou autre, ou éventuellement en commentaire de la vidéo, si je peux vous répondre, moi je vous dirai si ça me semble autorisé ou pas, mais pareil, hein, j'ai pas la science infuse non plus, donc attention. Voilà, donc il faut toujours se renseigner, parce que c'est la priorité et que vous êtes censé savoir en tout cas ce qui est interdit ou pas. Justement, concernant, pour terminer ce qu'on va finir avec la vidéo, parce que vous voyez que ça fait un petit peu long, hein, le temps d'aborder tout ça, concernant les responsabilités, obligations légales. J'ai essayé de énumérer quelques petites choses rapidement pour les particuliers, donc vous, je pense pour la majeure partie des cas, la protection de vos données, oui, ça fait partie des responsabilités que vous avez. Ça ne veut pas dire que c'est une obligation légale, mais c'est une responsabilité que vous avez. Vous devez, surtout de nos jours, de protéger vos données personnelles et de ne pas les rendre accessibles comme ça n'importe où et n'importe comment par n'importe qui. Et bien sûr, le respect des lois, ça c'est pas une option, c'est pour tout le monde pareil. Pour les employés, donc là on n'est plus dans un cadre professionnel, le respect des politiques de sécurité, notamment de votre entreprise, et bien sûr la formation, la cybersécurité, s'il y a des formations qui sont mises en place ou de la sensibilisation à ça. Comme je disais tout à l'heure, le fait de passer son code et le permis de conduire avant de rentrer dans un véhicule, de conduire un véhicule, ça fait partie des, des prérequis en amont, et je trouve ça totalement cohérent et logique, qui est ça également concernant l'informatique ou le numérique de manière générale. Pour les entreprises et organisations, la protection des données, bien sûr, on l'a énuméré tout à l'heure avec le RGPD, la loi informatique et liberté,
qui se rattachent à tout ça, la notification des violations, bien évidemment, et la gestion des risques. Pour les opérateurs, donc les OIV, OSE notamment, des termes sur lesquels on reviendra, je pense, à plusieurs reprises au cours de cette playlist, le respect de la loi de programmation militaire, qui pour le coup est imposée, notamment, alors y compris le NIS, on en avait parlé tout à l'heure, et la mise en œuvre de mesures de sécurité renforcées. On retrouve bien sûr le respect des directives NIS concernant les fournisseurs de services numériques, qui sont généralement rattachés à ça, et j'ai cité ce que c'est quand même bien de le préciser, les professionnels de santé, bien sûr, la protection de données des patients, ça peut sembler une base, ça peut sembler normal, mais c'est bien de rappeler que ça fait partie des obligations légales, bien sûr, de s'assurer que les données des patients sont protégées, sont respectées, voilà, la vie privée des patients, parce qu'on parle du secret médical, mais pas que. Il y a aussi l'aspect vis-à-vis des risques de piratage ou autres, voilà, les risques de sécurité, notamment au niveau numérique, qui doivent être pris en compte par rapport à ça. Conséquence de tout ça, pour peu importe qui, particulier, professionnel ou autre, qu'on faisait ça pour s'amuser par curiosité ou pour nuire volontairement ou non, enfin peu importe, il y a des sanctions financières bien sûr, pénalités monétaires imposées à une entreprise ou à un individu en cas de non-respect des lois, avec des réglementations, donc obligations contractuelles, donc ça peut aller d'amendes, des coûts de conformité, ou notamment des pénalités aussi au niveau d'éventuels contrats qui auraient pu être signés. Ça, je le disais tout à l'heure, la responsabilité civile peut être engagée dans les cas, on va dire, les moins graves, voire pénales, donc paiement de dommages et intérêts pour compenser les pertes subies par la partie lésée, des travaux d'intérêt général, voire des peines d'emprisonnement, et croyez-le, tout ce qui concerne justement la sécurité ou autre, ça peut aller très très vite, et des fois pour pas grand-chose, donc vraiment, je vous le dis, si vous suivez ce cours en espérant pirater un compte Snapchat, ou vous connecter sur le profil de votre conjoint, vous êtes au mauvais endroit, donc vous pouvez partir tout de suite, mais ici, on s'attardera à tout ce qui est légal et ce qui est, en tout cas, un minimum éthique aussi, c'est quand même important. Ce sera d'ailleurs le sujet du prochain épisode, tout ce qui est aspect éthique concernant cette playlist. Mais voilà, prenez le temps de bien vous renseigner, de faire attention, de ne pas faire n'importe quoi, puisqu'après, c'est votre responsabilité que ça engage et c'est vous ensuite qui serez responsable de ce que vous faites. Et bien sûr, impact sur la réputation, notamment pour les entreprises, surtout les conséquences négatives sur l'image et la perception d'une entreprise ou d'un individu à la suite d'un événement ou d'un comportement négatif. Ça va de soi. Pensez notamment aux pertes, aux fuites de données qu'il y a pu avoir récemment. Une fuite de données, c'est sûr que ça peut énerver les gens concernés. Je pense à certains opérateurs téléphoniques, par exemple, qui ont d'énormes fuites de données. C'est sûr que ça peut énerver parce qu'on prend les opérateurs comme étant responsables, et ils le sont en partie, ils sont responsables. Après, je vous dis, on peut mettre tout en place, tout ce qui est gestion des risques, les systèmes de sécurité. On n'a jamais une sécurité de 100% assurée, donc on ne peut jamais garantir de pouvoir protéger à 100%. Voilà, on n'évitera jamais le risque. Donc quand ça arrive, c'est pas génial pour personne. Et en plus de ça, après, la gestion qui est faite après ça. Est-ce que l'entreprise concernée va bien avertir les autorités, les organismes compétents de ce qu'il s'est passé, va avoir un bon suivi pour sécuriser un maximum les données, pour éviter l'usurpation d'identité, l'utilisation par exemple de données personnelles pour des escroqueries futures. Et je pense que vous êtes beaucoup concernés, vous avez dû recevoir des mails frauduleux, des appels téléphoniques, des SMS frauduleux pour des livraisons de choses que vous n'avez jamais commandées, ou parce que vous aviez gagné des millions d'euros de quelqu'un, d'une famille que vous ne connaissez pas, venant d'un pays que vous ne connaissez pas, bref, ou alors votre fournisseur, ou votre fournisseur internet ou votre banque qui vous demande de vous connecter à votre compte parce que vous avez visiblement des petits relevés bizarres, en tout cas oui, des petites, des petits achats ou des prélèvements un petit peu douteux sur votre compte qui pourtant n'existent pas. Donc ça concerne tout le monde, c'est important de se sensibiliser, de se protéger, de se prémunir pour tout ça. Ça fait partie de ce que vous allez apprendre, si vous ne le savez pas, sur ce cours aussi, de vous protéger par rapport à ça. Donc ça concerne aussi bien les gens qui n'ont pas beaucoup de connaissances en informatique de manière globale, mais qui veulent se prémunir de toutes ces choses-là, et y compris des gens qui veulent aller un peu plus loin, qui veulent être un peu plus dans de l'expertise, voire même des professionnels qui veulent en faire leur métier. Donc on va aborder vraiment beaucoup de choses et c'est pour ça que je voulais faire un épisode sur ces aspects juridiques, parce que c'est pas forcément le plus intéressant, on n'est pas dans l'aspect pratique direct de la cybersécurité, mais c'est un passage obligatoire et c'est important de le savoir. Ça vous concerne tous et au moins vous savez où vous allez et vous savez les risques que vous encourez en fonction de ce que vous faites, voilà, soit légal ou pas. Donc au moins vous êtes au courant à ce stade. Pour conclure, et je pense que ça conclut du mieux qu'on peut, mais c'est bien de le rappeler que nul n'est censé ignorer la loi, on le dit jamais assez, il y a souvent des gens qui l'oublient, et que oui, dans le cas où vous faites quelque chose que vous pensiez légal, autorisé, et que vous êtes condamné pour ça, vous ne pourrez pas invoquer le fait que vous n'étiez pas au courant, que vous ignoriez, qu'on n'avait pas le droit de faire ça. Donc c'est à vous de vous renseigner, c'est jamais la justice qui vous dira que
bon allez, pour cette fois, ok, c'est nous qui avons tort, on va rien dire. Voilà, ou alors vous avez vraiment de la chance, mais c'est à vous de vous renseigner sur les lois et les réglementations. Et comme je vous le disais, si vous avez un doute, consultez un juriste, consultez un expert du droit, et sinon, ne faites pas. Comme ça au moins vous ne prenez pas de risques inutiles, avec éventuellement des conséquences gravissimes. Voilà, je vais m'arrêter ici pour cet épisode qui aura bien pris du temps. S'il y a des moindres questions, remarques, parce que c'était assez long, vous voyez, tout énuméré, je voulais pas faire quelque chose non plus de trop... vous voyez, on énumère beaucoup de textes de loi, toujours les mêmes choses. Je voulais quand même rendre ça un peu plus intéressant et plus utile aussi, plus pertinent, sachant qu'après, tout le reste, le travail de recherche, c'est vous qui le ferez si ça vous concerne, si ça vous intéresse et que vous en avez besoin le moment venu. Mais n'attendez pas le dernier moment en tout cas. Mais au moins, je vous ai présenté les éléments essentiels. Donner des cas concrets sur ce que vous pouviez ou pas faire, comme ça peut être beaucoup plus parlant pour vous, ça peut sûrement plus vous concerner, peut-être même que dans les exemples que j'ai donnés, vous vous êtes peut-être retrouvé dans certains en disant tiens, oui c'est vrai que je pensais ça à une époque, ou je pense même encore ça maintenant, et finalement vous avez un autre regard sur tout ça, maintenant que je vous ai donné un petit peu les précisions sur le sujet. Donc n'hésitez pas, si vous voulez réagir à ça et poser des questions en commentaire, c'est fait pour ça, et en attendant, n'hésitez pas aussi à partager, liker comme d'habitude, même si on est sur ici du contenu qui est réservé aux souscripteurs de la chaîne, même si tout le monde a accès à le premier épisode, qui est un petit peu l'aperçu, pour donner un petit peu un aperçu de ce qui est disponible. Et moi je vous dis à bientôt pour la suite, sachant qu'on abordera dans le prochain épisode les aspects éthiques, cette fois-ci, de la cybersécurité. A bientôt.